Nous accueillons désormais deux auteurs, donc Domino Milo et Geoffrey Lebourg. Bonjour à tous les deux. Maintenant, Geoffrey Lebourg, avec vous, nous allons plonger dans un univers un petit peu différent, peuplé de créatures imaginaires tout droit sorties de votre imagination. Si vous deviez dresser un petit peu le portrait de cet univers, que pourriez-vous nous en dire ? J'ai donc produit plusieurs séries qui sont toutes dans le même univers mais qui ne sont pas forcément dans les mêmes genres et donc pas avec les mêmes personnages naturellement. J'avais commencé par 2 séries de ce qu'on appelle la high fantasy, donc beaucoup de sortilèges, de créatures, un côté très très dynamique, très dans l'aventure aussi, et destiné plutôt à un jeune public. Donc c'était les Chroniques des Gardiens et les Chroniques des Sans-Mêlés. Je suis ensuite parti sur quelque chose de beaucoup plus calme, les Chroniques du Nouveau Monde, dont je n'ai qu'un seul tome pour le moment, l'apparition ayant été suspendue, qui là fait plutôt la part belle à l'initiation. C'est vraiment un voyage initiatique avec beaucoup de références culturelles sur l'histoire de notre planète, puisque là je reste dans notre réalité, même si je m'amuse à la transformer un petit peu. Et puis je suis en train de travailler là sur les 7 reliques, donc monde fictif que j'ai entièrement cartographié, et médiéval naturellement, et donc on va partir sur une quête épique pour retrouver donc les fameuses 7 reliques divines qui sont dispersées tout autour du monde et qui empêcheraient le retour d'un prince démon qui naturellement n'a pas de bonnes intentions pour l'humanité. Alors c'est une base qui est volontairement classique pour que tous les lecteurs puissent s'y retrouver, même ceux qui n'ont pas une grande expérience de ce genre fantastique, et dessus je m'amuse à introduire quelques biais plus originaux, puisque là aussi c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé depuis Tolkien, et donc j'essaye de remettre un petit peu à neuf tout cela en cassant les codes et les stéréotypes et en y mettant des questions d'actualité aussi. Très bien, du coup vous avez expliqué que vous avez cartographié votre univers. Combien de temps ça prend de créer un univers complet comme ça ? C'est vrai que j'ai fait un très grand travail préliminaire sur cette relique. Quand je commence la rédaction d'un tome, en fait, j'ai déjà la moitié de l'histoire qui est prête, puisque je connais les lieux, je connais les événements, je connais les personnages secondaires. Je n'ai plus qu'à remplir un peu les blancs, entre guillemets, les descriptions et les actions. Mais ça fait plusieurs années que j'y travaille, bien sûr, en parallèle de l'avancement de mes précédents projets. Et donc, oui, je me suis beaucoup entraîné pour faire cette cartographie, d'abord sur des schémas, puis sur des croquis à main levée avant de les passer par logiciel, si je peux. J'ai donc chaque tome se déroule sur un continent différent. Et donc pour les 2 premiers romans qui sont actuellement parus, j'ai fait ces 2 cartes-là. Le premier continent ayant une dominante forestière et l'autre plutôt différents paysages, mais partageant comme thème l'aridité, puisqu'il y a de la savane, volcan, désert. Et donc le premier tome c'est celui-ci, Le Réveil d'Anthropia, qui est paru en 2021 et a été réédité avec une autre maison il y a à peu près un an désormais. Et le tome 2 qui lui est sorti fin septembre, c'est La Bouche de l'Enfer. Donc on voit bien le côté volcanique de la question. Et je prépare actuellement la sortie du suivant, qui s'appellera Le Grand Tournoi, qui sortira le 20 mars et dont j'ai déjà la couverture. Donc là avec une dominante beaucoup plus aquatique, comme vous pouvez le voir. D'accord, donc c'est quand même des sorties qui sont très rapprochées les unes des autres. Comment vous arrivez à écrire ces livres-là tout en poursuivant vos sagas précédentes ? Alors mes sagas précédentes, elles sont terminées d'écrire, donc je les vends en salon, mais je n'ai plus besoin d'y retravailler. Ce qui va me prendre du temps à côté, c'est... je n'en vis pas naturellement, donc j'ai un travail et une formation. C'est vrai, donc le rythme est assez resserré. C'est un choix volontaire après concertation avec l'éditeur, puisque pour les 7 reliques, je me suis lancé sur un grand projet, une grande saga qui fera 7 tomes. Et donc nous nous sommes dit, un tome par an, ça va être trop long, parce que sur 7 années, les gens ne vont pas forcément suivre. Et étant moi-même grand lecteur avant d'être auteur, je sais la frustration que ça peut être d'attendre une sortie. Donc nous avons dit un tome tous les 6 à 9 mois selon ce que j'arrive à produire. Pour le moment, j'ai tenu le rythme, donc voilà. Mais on va voir comment ça va tourner pour la suite. Là, pour le moment, objectif 20 mars, tome 3. Donc vous l'avez mentionné, vous êtes un grand lecteur. Vous aviez mentionné tout à l'heure des noms comme Tolkien. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous inspirent dans votre écriture ?
Oui, oui, beaucoup, peut-être beaucoup trop pour que je puisse les citer, mais c'est vrai que bon, quand on fait du médiéval fantastique, Tolkien est un peu le père fondateur du genre, et lui et d'autres qui ont pu le suivre. Je cite assez fréquemment les mêmes noms. En français, on a quand même quelques beaux noms. Pierre Bottero, qui n'est plus parmi nous depuis quelques temps malheureusement, mais voilà, qui avait aussi été vraiment un avant-gardiste. Pierre Pével aussi, j'aime plutôt le style. Roxane Dambre aussi, c'est beaucoup plus léger, mais voilà, un peu d'humour, ça fait aussi du bien, surtout ces dernières années. Donc ça fait partie des noms qui me stimulent aussi et qui me donnent le goût de continuer à écrire. Et justement, dans vos différents ouvrages, vous parsemez vos textes et vos écrits de réflexion, donc qui peuvent être autour de la vie, du genre humain, de la tolérance. Pourquoi vous abordez ces thèmes-là ? J'avoue que je n'ai pas forcément de réponse, puisqu'en fait la question, je ne me la suis pas posée. C'était une évidence. C'est important. Alors je ne dis pas détenir une vérité, souvent par la bouche donc, du personnage là, d'Ember, je donne ma version des faits, et il est intéressant de voir que les autres personnages, notamment la jeune élue Cordelia, ne sont pas forcément d'accord avec ce qu'elle va dire, parce que je ne prétends pas détenir la vérité. J'expose juste ma façon de voir les choses, qui est souvent assez intense, des opinions qui sont assez tranchées de manière générale, mais je suis totalement ouvert à la contradiction qui incarne ces autres personnages. Et donc oui, je choisis de faire des femmes fortes et indépendantes. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel, de voir enfin l'émancipation des femmes après 1700 ans à les maltraiter. L'écologie, c'est aussi quelque chose qui est assez récurrent dans mes romans, parce qu'on prend conscience qu'il va vraiment falloir agir là. C'est bien de remettre à plus tard, mais là on ne peut plus. Et subsidiairement, le racisme, quelque chose auquel le traitement des différences dont on parlait avec Domino, c'est vrai que ayant moi-même beaucoup souffert, on m'a reproché ma différence, qui est donc aussi l'autisme Asperger. Je trouvais que c'était important de prendre position là-dessus. Et après toutes les différences, il y a donc là les couleurs de peau, il y a l'homophobie, il y a ce genre de choses qui sont des thèmes que je défends. La liberté de chacun à être soi-même. Et donc je vous dis, c'était vraiment évident, donc je me suis dit il faut que j'en parle, tant qu'à faire. C'est bien de faire de la littérature pour divertir les gens, mais si ça peut aussi les faire un peu réfléchir, c'est pas du luxe. C'est l'être. La différence fait l'être humain. Et donc c'est vrai qu'il faut accepter l'autre tel qu'il est, hein. Même si c'est un cyclope, mon ami, c'est un cyclope, point. C'est vrai que oui, en traitant du fantastique, justement, on peut mettre ces différences de race, comme cyclope, elfe, nain, fée ou ce genre de choses. Le simple fait de faire un groupe qui est cosmopolite, déjà, ça les amène à se dire on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous les mêmes particularités physiques et biologiques. Donc c'est aussi une façon de traiter la différence. Et selon vous, du coup, vu que vous vous rejoignez sur ce point-là, est-ce que c'est quelque chose qui tend à être de plus en plus présent dans la littérature aujourd'hui, cette acceptation de la différence ? Je l'espère. On en parle de plus en plus, notamment là pour la place des femmes. Je vois qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent en littérature. Après, c'est vrai que l'heroic fantasy, médiéval fantastique, c'est quand même un genre qui est beaucoup dominé par le masculin. Depuis Conan le barbare, et voilà, il y a ça, oui, c'est les clichés. Mais ça commence à émerger, donc c'est une bonne chose et j'espère que ça va continuer. Et après, alors les différences, oui, c'est pas forcément il n'y a pas une forme de militantisme frontal. C'est ça, il ne faut pas en faire un cheval de bataille. Voilà. Il faut amener, je pense, en douceur, en disant ça n'empêche pas que, c'est un garçon, je suis une vieille dame, entre guillemets, à côté de lui, il est la jeunesse, je suis la sagesse, ça n'empêche pas de nous côtoyer et finalement d'avoir des idées qui se rejoignent, sans être fondamentalement les mêmes, mais malgré tout, oui, la différence. Vous regardez un parterre de fleurs, j'ai illustré d'ailleurs les différences du gamin de ce poème avec ce parterre de fleurs. Il n'y a aucune fleur de luxe, ce ne sont que des jonquilles, des tulipes, des fleurs humbles, mais ça fait un parterre de fleurs magnifique. Regardez, malgré ces différences, il est superbe. Enfin. Mais oui, pour ce qu'on disait sur la littérature, c'est vrai que je vois aussi, moi, depuis quelque temps, dans des romans, des personnages qui n'ont pas une sexualité hétéronormée, quelle qu'elle soit, et
j'apprécie le fait que ça ne soit pas revendicatif. C'est juste le personnage est accepté, il est présenté comme ça, au même titre qu'il aurait les cheveux blonds ou les yeux bleus. Ouais. Voilà, c'est juste un trait de sa personnalité. Et donc de plus en plus, c'est intégré dans les sociétés qui sont dépeintes dans la fiction, mais sans revendication et juste comme un fait naturel, ce qui est le cas, mais sauf que pour tout le monde, ce n'est pas naturel. C'est ça. Il y en a qui se servent de leur différence comme d'une arme pour culpabiliser l'autre. Mais non, tu es différent, c'est bien, mais je te respecte tel que tu es, et toi, tu ne dois pas en faire une arme. C'est ça, vrai c'est que clair. autant c'est bien d'en parler, autant le faire de façon aussi incisive, ce n'est pas une bonne chose. Non. Merci beaucoup à vous deux. Donc on attend le 20 mars pour la publication du tome 3 des 7 reliques et donc ce nouveau recueil que vous présentez ce week-end. Oui. Où En il y a avant-première. justement le poème sur les différences. Alors, je vais vous dire le titre du gamin. Voilà. Des différences pour être tolérant. Super, très Tout bien. un sujet, Eh bien, oui. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Merci. vous. Je vous souhaite à vous. une bonne fin de journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.